Puis ça fait des générations de journalistes qui, à mon avis, sont moins braves qu'avant, quand même. Tu sais, il y en a là, des courageux là, puis qui foncent dans le tas puis qui y vont. Mais il y a encore beaucoup un journalisme, pas encore beaucoup, il y a un journalisme que je constate qui est très bienveillant, très complaisant. Tu sais, pourtant, il n'y a pas besoin d'être comme ça parce que c'est pas un journalisme n'est pas moral ou immoral. Un journalisme, c'est les faits. Et pourtant, j'observe quand même que c'est un peu encore le même principe dans la presse américaine, canadienne, internationale, québécoise aussi, parce qu'on fait partie de ça. Il y a encore cette espèce de... Tu sais, tu cliques sur le titre qui est choc, tu lis l'article, tu fais comme, OK, ben finalement, c'est pas exactement ça qui est arrivé, je comprends, tu sais, parce que, bon, OK, d'accord. Puis là, tu t'en vas te renseigner ailleurs, puis tu te dis, OK, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Ça arrive souvent. Pas tout le temps. J'essaie de faire en sorte de ne pas être non plus porte-parole de la méfiance à l'égard des médias traditionnels, parce que faut pas aller là forcément. C'est-à-dire qu'il faut être méfiant parce que pour être, il faut penser. C'est ce que Descartes nous dit, je pense donc je suis. Si vous voulez être quelqu'un, être un citoyen, si vous voulez avoir une pensée critique et une vraie posture face au monde, pensez, donc doutez. Mais ça veut pas dire que tout ce qui vous est dit ne vaut pas la peine d'être considéré comme vrai. Oui, puis ça veut pas dire non plus être cynique, là, non plus, là, tu sais, comme j'en entends souvent, là, que « Hostie, les médias, c'est tout de la merde, pis tout ça. » Puis je fais comme, attends une minute, tout de la merde. Il y a des journalistes d'enquête qui ont dénoncé des politiciens, et ça, t'étais content? Oh, ça, c'était bon. Bon, ben, c'est pas tout de la merde, de bord, tu sais. Mais j'y comprends tellement à ce moment-là, ben, c'est facile de devenir cynique puis faire comme, si j'ai ça, cette petite calice de poste-là. Mais c'est ça. Toi, comment tu vois ça, la méfiance, justement, de plus en plus importante de la population envers les médias? Tu sais, aux États-Unis, je pense que c'est comme une affaire comme 60% du monde se méfie des médias. Je sais. Ben écoute, ça m'inquiète énormément. Je pense que ça part pas... Tu sais, oui, il y a des gens qui sont méfiants. Puis si on veut comprendre cette méfiance-là, faut pas forcément essayer de comprendre ces gens-là. Faut comprendre aussi de quoi ils se méfient. Tu sais, on peut changer l'attention de bord. Hein. Moi, il y a beaucoup de dossiers dans les médias. Souvent, c'est assez absurde. Des dossiers dans les médias traditionnels sur la méfiance des gens à l'égard des médias traditionnels. Puis là, tu te dis, bon, ils vont faire un examen de conscience, les médias, ou en tout cas les journalistes qui sont à la base de ce dossier-là. Et là, tu te rends compte qu'on s'intéresse à la détresse psychologique des garçons qui sont méfiants. Mais non, mais attendez, arrêtez de les prendre pour des malades mentaux. Arrêtez de les prendre pour des caves. Ils sont méfiants. Pourquoi sont méfiants? Est-ce que ça vous arrive de vous tromper, par exemple? Hein? Je sais pas, moi, par exemple. D'exagérer. De mentir aussi. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Si la réponse est oui, OK, ça fait pas de vous des monstres dont il faut intégralement se méfier et qu'il ne faut plus jamais croire, parce qu'il y a du bon, comme tu le dis. Il y a des Stéphane Bureau qui sont dans les médias traditionnels. T'as des Mathieu Bocoté qui sont dans les médias traditionnels. T'as des Thomas Gerbet à Radio-Canada qui enquêtent sur 300 millions de dollars qui n'ont pas été remboursés à Hydro-Québec par les communautés CRI dans les médias traditionnels. Marie-Maude Denis. Moi, j'adore enquête. T'as toutes sortes de gens dans les médias traditionnels. Donc, c'est faux qu'il faille se méfier d'eux. Par contre, pour comprendre cette méfiance-là, faisons un examen de conscience. Ils se trompent des fois, les médias traditionnels. Tu sais, pendant la COVID, par exemple. Combien qu'ils ont traité d'édentés? D'édentés. On a pris au ridicule, on a tourné au ridicule la thèse, qui était à l'époque une hypothèse, selon laquelle le virus était peut-être parti d'un laboratoire à Wuhan, en Chine. Tu te rappelles de ça, là? Ça coulait un peu, puis les gens disaient, voyons, donc c'est tombé niaiseux, c'est encore une théorie du complot. La Chine a fabriqué un virus, puis après, ça s'est rendu... Écoute, aujourd'hui, en 2024, bientôt en 2025, l'hypothèse, la thèse en fait, maintenant, retenue par le FBI, pas Alexis Cossette-Trudel, le FBI sur la question de la COVID, c'est exactement ça. C'est que le virus provient d'un laboratoire à Wuhan. Il y a des gens qui étaient méfiants à l'égard du vaccin. Ce vaccin-là, on leur a dit, vous êtes des anti-vax. Ben, pas forcément. C'est pas des gens qui sont contre le vaccin, contre la rage ou contre le vaccin contre la tuberculose. Ce sont des gens qui se posent des questions sur un vaccin qui a été fabriqué très rapidement.
Très, très rapidement en Qui passant. n'ont même Là. pas respecté ça, le processus. Ouais, Parce que ça, il n'y a même pas eu de test sur les animaux ou de quoi. En tout cas, ma blonde est biologiste. OK. Elle me l'a expliqué, là, avec OK. des meilleurs mots que moi, là. Mais c'est ça, c'est comme ça n'avait pas respecté le... Parce que l'urgence d'agir, tu sais. Tu sais, ben voilà, tu sais, ça prend des dizaines d'années créer des vaccins pour certains maux, certaines maladies, puis ça, on y va très rapidement. Pour une raison qui s'explique en passant, il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il y avait une urgence. Sauf qu'il y avait des gens qui disaient, moi, j'ai pas envie de me faire vacciner parce que je trouve que c'est allé trop vite. Anti-vax, conspirationniste, complotiste, édenté. Ouais. Ça s'appelle du mépris. Et ça laisse des marques. Il y a des gens, moi, qui encore à ce jour, ça va bientôt faire 5 ans, là. Regarde, c'est en COVID, qu'on appelle ça COVID-19 parce que c'est en décembre 2019 qu'il y a eu l'éclosion, là, en Chine. OK. Ben, on arrive en décembre 2024 bientôt. On est en décembre 2024. Ça va faire 5 ans. OK? Puis il y a encore des gens qui m'en parlent de ça. Qui me parlent de la COVID. Qui me disent qu'ils ne peuvent plus lire un article de journal parce qu'ils se sont fait insulter tous les jours pendant 3 ans. OK? Ces gens-là, j'ai pas beaucoup d'arguments à leur présenter, là. C'est ça, ils ont été marqués par ça. C'est une peine, puis c'est une blessure, puis j'essaie de leur faire comprendre que, par exemple, de façon, je ne m'enverrai aucune fleur, mais s'ils aiment bien mon travail, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui peut se faire dans les médias. Je travaille pour un média traditionnel. C'est un exemple. Donc, il faut pas tout jeter. Mais se méfier, c'est déjà une forme d'intelligence. Qu'est-ce que tu penses du journalisme, aujourd'hui? Ben, le journalisme, c'est un métier très, très, très compliqué aujourd'hui. Parce que... Mais tellement important. Mais oui, absolument. Mais tu sais, le journalisme, il y a des gens qui comprennent même pas c'est quoi. Du journalisme, c'est pas de l'opinion, là. Du journalisme, c'est de l'enquête, c'est une collecte de faits. Ouais. Moi, quand je tape mon nom sur Google, là, c'est marqué journaliste. Je suis pas journaliste. Non, Même Google, c'est pas ce que c'est qu'un journaliste. Là. Moi, je suis pas journaliste, là. OK? Puis ça, je le dis souvent parce que je donne des opinions. Puis ça veut dire que des fois, je me trompe peut-être sur des faits. OK? C'est important, ça, le journalisme. Mais je pense que il y en a de moins en moins au Québec, parmi les Québécois, là, qui comprennent exactement ce que c'est. Et pourtant, un monde sans journalistes, c'est un monde où, c'est la jungle. Mm-hmm. Il y a du sang partout. Tout le monde est en guerre l'un contre l'autre. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un quatrième pouvoir. C'est parce qu'il y a une responsabilité au fait d'être journaliste. Quand vous êtes journaliste, là, c'est pas un métier, 9 à 5, vous rentrez chez vous, là, moi, je décroche, comme n'importe qui fait et peut et doit le faire et a le droit de le faire. Un journaliste, là, c'est une mission. Un journaliste, c'est Tintin, OK? C'est Tintin de Hergé, là, c'est une aventure, tu sais. Puis il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, d'un ami à moi, qui s'appelle « Voir le monde avec un chapeau ». C'est Carl Bergeron qui a écrit ça. Et dans mon livre, d'ailleurs, je le cite, ce passage-là de son livre, parce que pour moi, il a tout compris de la transformation du métier de journaliste au Québec. Carl Bergeron, il écrit que, c'est un livre qui est écrit au jeu, là, il dit « J'ai rencontré un ami tout récemment qui est un ancien journaliste québécois, à la retraite. » Puis il me dit, cet homme-là m'a raconté qu'à l'époque, donc il parle peut-être des années 70, 80, 90, les journalistes sur l'heure du midi, OK, ils allaient au café du coin, au bistrot du coin, commandaient des bavettes, bouteilles de vin, puis là, on se mettait à parler, puis on se mettait à échanger, puis là, on collait les tables les unes à côté des autres. OK, vous nous lisez, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Il y avait un échange. Aujourd'hui, écrit Carl Bergeron dans Voir le monde avec un chapeau, il dit, les journalistes, sur l'heure du midi, ils prennent leur sac, ils s'en vont au Econo-Fitness, ils font du sport, ils boivent un smoothie, puis ils retournent travailler après. Parce que maintenant, la notion de la découverte, de l'échange, de la discussion, elle n'est plus là. Elle est ailleurs dans leur métier parce qu'ils pensent qu'ils répandent ça dans leurs heures de travail puis qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher ça sur l'heure du midi. Mais maintenant, l'espèce de mode fitness, l'espèce de découverte de soi a pris le dessus sur cette étape-là qui était nécessaire dans le métier de journaliste, qui est celle d'ouvrir son esprit, d'être curieux, de ci, de ça. Puis ça fait des générations de journalistes qui, à mon avis, sont moins braves qu'avant, quand même. Tu sais, il y en a là, des courageux là, puis qui foncent dans le tas puis qui y vont. Mais il y a encore beaucoup un journalisme, pas encore beaucoup, il y a un journalisme que je constate qui est très bienveillant, très complaisant. Tu sais, pourtant, il n'y a pas besoin d'être comme ça parce que c'est pas un journalisme n'est pas moral ou immoral. Un journalisme, c'est les faits. Mais tu le sens quand tu lis l'article que, tu sais, OK, on essaye de comme tourner autour du pot parce que si on disait les choses comme elles le sont, par exemple, tu sais, quand on parle des féminicides au Québec, tu sais,
Les féminicides, si vous vous intéressez au profil des gens qui commettent les féminicides, vous allez remarquer qu'il y a une disproportion de gens qui sont issus de l'immigration, qui commettent des féminicides. OK? Moi, quand il y a eu la vague de féminicides au Québec il y a quelques années, on nous a, encore une fois, on a regardé les hommes, on a dit, les hommes, faut vous réveiller, les hommes, allez voir votre petite sœur, les hommes, arrêtez de frapper. Puis là, j'étais comme, moi, c'est quoi mon problème? Moi, j'ai pas jamais fait ça, moi, je ferais jamais ça. Puis, parce que quand tu lisais les articles qui portaient sur les féminicides, t'avais l'impression que c'était un problème québécois, là, tu sais, comme c'est un truc, là, comme un problème de société au Québec, alors que c'est peut-être, si on l'aborde avec un peu plus de courage, un problème d'intégration aussi. De l'immigration, ou un problème de clash des cultures. T'sais. Oui, il y a des Kevin Paquette qui tuent leur blonde là, en passant, là. Mais sauf que quand tu fais la liste des féminicides, quand tu prends je sais pas, les 100 féminicides des 3 dernières années, tu fais, oh boy, ok, quand même, il y a... Ouais, ok, peut-être qu'il y a des gens qui vivent ici comme ils vivent ailleurs, puis c'est pas une bonne idée, parce qu'ici, c'est pas comme ça qu'on traite nos femmes, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Mais ça, c'est le journalisme qui doit, d'une certaine façon, nous le révéler, ça. Qui doit dire les choses. Ben, qui doit dire les choses, tu sais, puis c'est délicat, là, en passant, c'est méga délicat, mais ça prend du courage, puis ça prend du tact. Le tact, c'est le talent, OK? Puis le courage, ben, c'est la conviction. Fait que s'il y a rien de tout ça, ben, ça donne des espèces d'articles plates où t'apprends rien, qui traitent de sujets très importants, puis les choses changent pas. Hein, ou alors moins rapidement parce qu'on n'a pas les causes, puis on n'a pas les effets, puis on n'a pas les vraies sources des problèmes. C'est quoi? C'est-tu par peur de se faire traiter de raciste? Ben, ça serait une des explications. Moi, je pense que si on prend ce dossier-là très particulièrement, c'est que, comme je viens de te le dire, c'est pas rien que des gens issus de l'immigration qui tuent leurs femmes. C'est que je pense qu'il y a une disproportion. Fait qu'à partir du moment que tu le notes, c'est très glissant, là. Parce que là, tu sais, je veux dire, t'es quand même pas en train de dire que c'est juste des gens issus de l'immigration qui tuent leurs femmes, sauf que tu es un petit peu en train de dire qu'il y en a plus. Fait que là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire qu'il faut accueillir moins d'immigrants? Fait qu'ils veulent pas aller là, tu sais. Tu veux pas aller là, c'est trop compliqué. Mais pourtant, c'est ça du journalisme. Mais il faut y aller. Ben oui, il faut y aller, tu sais. Puis si tu as peur de l'eau froide, puis si t'as peur de plonger de 6 mètres de haut, fais autre chose. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, va t'en te baigner dans le pataugeoire. Tu sais, c'est pas grave. Il y a plein de métiers qui demandent peut-être un petit peu moins de bravoure, un petit peu moins de courage, un petit peu moins de capacité à jumper. Tu sais. Mais si tu t'en vas là, parce que c'est à la mode, parce que tous tes amis font ça, puis parce que, tu sais, c'est la grosse affaire, mais que t'es pas prête à te sacrifier puis à y aller all-in, ben, ça donne ce que ça donne, là. Tu sais, c'est une responsabilité, c'est un pouvoir, le journalisme. C'est pas n'importe quoi, là. Quand t'arrives le soir chez vous, là, OK, t'es pas une personne normale, t'es un journaliste, OK? T'es comme un policier, t'es comme un politicien, t'es comme un animateur de télévision, t'es pas quelqu'un de normal, là, OK? C'est-à-dire que oui, t'as une vie normale, mais c'est pas pour rien que les gens, ils t'arrêtent dans la rue, là. C'est parce que t'as une responsabilité. Ils te regardent, puis ils aimeraient ça que tu remplisses ta responsabilité. Mais peut-être aussi, ils font ça par, justement, la responsabilité de faire comme, hey, si je nomme ça, peut-être, je voudrais pas encourager une peur de l'autre, tu sais, une peur de... Oui, mais c'est pour ça mais c'est pour ça que ça prend du tact. Tu sais, du tact. Du tact, ça veut dire être précis, prendre des bonnes précautions. Tu sais, nommer les choses comme elles le sont. C'est-à-dire, regarde, à la limite, tu vas chercher un spécialiste de la question, puis tu lui poses la question. Tu dis, moi, je suis un journaliste, j'ai fait le bilan des profils des tueurs, par exemple. Bon, je suis pas fou, là, il y a une disproportion. Vous, là, monsieur le spécialiste des féminicides, c'est-tu quelque chose que vous connaissez, que vous êtes capable d'expliquer? Oui ou non? Le spécialiste, mettons, qui dit, non, écoutez, vous avez perdu la tête, là, ou quoi, là? Bon, ben, alors, ça sera ça. J'avais un mauvais flash. Je me suis lancé dans une direction sans savoir pourquoi. Mais le simple fait de se poser la question, c'est ça du journalisme. Si tu te la poses pas la question, puis que tu la poses à personne, puis que tu fais comme si ça n'existait pas, il y a 2-3 personnes qui vont devenir 2-3 000 personnes parce qu'ils vont aller parler dans des podcasts, puis qui vont dire, mais moi, j'ai remarqué ça. OK, on peut-tu le dire au Québec, ça, ou on peut pas le dire? Moi, je pense qu'on peut le dire. Je pense que tout se dit, si c'est dit avec la bonne intention, qui est pas de heurter. Moi, je veux pas heurter. Moi, je veux dire, à la limite, je veux sauver les femmes, c'est tout. C'est la seule affaire, là. Ouais. Si on parle de ce sujet-là, par exemple. Là.
Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.